Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire, moyen-long terme de la paire euro face au yen. Comme vous avez pu le suivre lors des points quotidiens, je suis vendeur sur l'euro-dollar, même si là j'ai un peu faibli par rapport à la réunion qui a quand même débouché sur un accord intéressant, je pense, vendredi. Et ce qui va être intéressant ici, c'est j'ai pris l'euro-yen parce que je pense que si on veut jouer une reprise de l'euro, comme pour tous les autres produits, hein, il faut trouver le produit le plus intéressant. Alors la dernière fois, j'avais fait des analyses sur les marchés actions. J'ai dit que je pensais que c'était le Nasdaq qui était le plus intéressant à shorter à moyen terme. Dans le cadre d'un éventuel achat sur l'euro, je pense que celui qui offre une configuration intéressante, c'est l'euro-yen, puisqu'on peut se protéger de manière assez serrée sous des plus bas historiques et qu'on peut avoir une phase de retracement assez importante, je pense, puisque quand on a des excès dans un sens ou dans l'autre, on a également parfois des phases de correction intéressantes et que je pense qu'on arrive sur un niveau un peu d'essoufflement de la part du mouvement baissier qu'on avait sur l'euro face au yen. Maintenant, il faut voir comment réagissent les différentes économies par rapport à la situation que l'on connaît actuellement, en Europe notamment. Mais on met beaucoup les projecteurs sur l'Europe, il y a d'autres pays qui sont en difficulté, les États-Unis en tête de proue, mais on a également le Japon qui n'est pas spécialement bien. Pour ceux qui ont suivi la conférence là, de Olivier Delamarche et Pierre Jovanovic à Avignon, c'était assez intéressant justement à écouter et on voit que le Japon c'est un pays qui vieillit, que c'est les Japonais qui détiennent leurs dettes et que ça risque de mal aller sur le long terme. Après il n'y a rien de sûr et puis chacun son point de vue là-dessus. Bref, purement techniquement, quels sont mes arguments qui me font dire que le mouvement s'essouffle? Alors déjà, on va constater sur l'euro yen que depuis 2008, on est passé de 169 yens pour un euro à aujourd'hui 100 yens pour un euro au niveau des plus bas. Actuellement, on est à 103 yens pour un euro. Donc c'est quand même une baisse très significative. Dans la vie de tous les jours, pour des personnes qui ont à voyager entre le Japon et la France, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est sur un horizon de temps assez court, puisque c'est 2-3 ans, quoi. Alors, la plupart du mouvement, comme bien souvent sur les marchés, c'est joué en quelques instants. Alors, le plus gros du mouvement s'est passé entre début août 2008 pardon, et fin octobre 2010. Hein, on est passé de 169 jusqu'à 113 yens pour 1 euro. Ensuite, légère reprise, comme on a vu sur les différents marchés, et les actifs à risque. Donc, l'euro jouant le rôle d'actif à risque ici, et le yen, bien sûr, le rôle de valeur refuge. On a des marchés qui se sont repris en 2009 jusqu'en fin 2009 avec l'explosion et la découverte des comptes trafiqués grecs. On tombe des nues et paf, l'euro se reprend une claque. Alors, on a ensuite un peu corrigé et on a de nouvelles tensions avec d'autres pays en Europe qui sont entrés en difficulté, l'Italie, le Portugal, etc. Et on a des vendeurs qui ont repris en main de marché pour chercher de nouveaux plus bas. On avait l'impression que c'était un peu tiré par les cheveux. On a également eu un breakout qui n'a pas donné de vraie accélération. On a à peine franchi les plus bas qui étaient à 105 yens pour 1 euro. On est descendu jusqu'à 100 yens et on est tout de suite remonté. Donc là, on marque des plus bas plus hauts que les précédents. Donc je trouve que le mouvement commence à battre de l'aile. Et je pense qu'on a eu des excès baissiers, même si la baisse était justifiée. Alors, c'est assez difficile de se repérer fondamentalement, surtout sur le forex, puisque le prix d'une devise ne reflète pas forcément la santé économique du pays. Il faut comprendre tous les enjeux, des réserves de change des différents États, pourquoi les États et les grosses banques iraient passer l'argent plus dans une devise qu'une autre, etc. Mais après, on a tout de même des réalités qui entrent en jeu avec le niveau de vie. Alors, par exemple, une indication, c'est Tokyo qui a été élu là pour la deuxième année de suite la ville la plus chère du monde. Alors, je sais pas c'est quoi comme indice. Je suppose que c'est un indice qui prend en compte plusieurs éléments comme l'immobilier, etc. Ça, vous pouvez trouver ça. J'avais vu ça sur l'AFP ou sur BFM sur YouTube. Voilà, c'est quand même un pays qui désormais coûte très cher et il y a un moment où il faut quand même que les gens vivent, qu'on puisse importer, exporter tranquillement, etc. Et si on a des niveaux trop décalés, il y a un moment où ça bloque. Donc et en plus on a eu voilà la Banque du Japon qui a essayé de faire remonter, d'abaisser pardon la valeur de sa devise sans y parvenir pour l'instant. Alors c'est vrai que dans ce marché maintenant les banques centrales ont du mal à vraiment influencer le marché et de l'influence à court terme, mais souvent c'est que des bruits de marché et ça n'influence pas sur le fond. On a eu la Banque centrale suisse qui a quand même fait des efforts et qui a fait quelque chose d'intéressant sur notamment je crois que c'est l'euro franc suisse et le dollar franc suisse.
où on a, là par exemple au niveau du dollar franc suisse, on a un dollar qui est quand même largement remonté. On va jeter un coup d'œil à l'euro franc suisse, et surtout par rapport à l'euro que les travaux ont été faits. Alors, euro franc suisse, heure CHF, on va l'avoir ici. On a un euro franc suisse qui est désormais à 1,23. Je crois que la Banque centrale suisse a dit qu'il voulait la maintenir au moins à 1,20. Et pour le moment, c'est un travail qui a été intéressant. Et donc, comment on reconnaît les interventions de banque centrale? C'est des mouvements qui sont assez spécifiques et qu'on n'observe pas dans un cadre de marché normal, avec notamment des journées comme le 6 septembre ou le 11 août dernier. Donc une intervention efficace. Le Japon, donc la banque centrale japonaise veut un peu abaisser le cours de sa devise. Ça veut quand même dire qu'ils mettront tout en œuvre pour pas qu'on descende trop bas par rapport à l'euro. Donc ça c'est un argument qui pour moi est plutôt dans le sens d'une hausse de l'euro face au yen et d'une phase de correction. Alors en Europe on a une situation très délicate, mais là à court terme on peut avoir des marchés qui se reprennent un peu parce qu'on a eu un accord qui a été trouvé vendredi qui est assez intéressant. Il y a juste l'Angleterre qui en est exclue, mais c'est un pacte de stabilité budgétaire et je pense que ça peut rassurer puisque ça montre une certaine cohésion européenne, donc ça peut rassurer les investisseurs. C'est de la spéculation, j'en suis pas sûr, d'ailleurs personne ne peut savoir comment ça va être interprété, mais au vu de la configuration technique et du contexte, pour une position moyen terme, sur quelques jours, quelques semaines, je pense que acheter l'euro-yen n'est pas stupide fondamentalement. Techniquement, ici je suis en journalier, on est quand même sur une dynamique de fond largement baissière, on est toujours sur des plus bas, de plus en plus bas sur le long terme. On va ensuite baisser les unités de temps, on va voir qu'il y a peut-être une amorce de rebond en ce moment, mais rien de bien concret. Alors on va tout de suite passer en H4. Voilà, on va repérer des zones, alors même en H1, pardon, en D1. On va repérer cette zone de résistance plus court terme. Là, on va la mettre d'une autre couleur. Voilà. Ça, c'est bon. On va pouvoir prendre les fibos plus court terme également. On va les mettre d'une autre couleur. On va les mettre en bleu, par exemple. Ok, on passe en H1. Alors, en H1, on voit mieux l'essoufflement du mouvement baissier avec ces plus bas de plus en plus haut dont on parlait. Récupérer ça, on va mettre en noir. Voilà. Plus haut de plus en plus bas, plus bas de plus en plus haut. Donc on s'engouffre dans un triangle, ce qui est synonyme d'une hésitation, et donc au vu du contexte de fond qui est largement baissier, pour moi d'une amorce de rebond, en tout cas d'un affaiblissement, d'un essoufflement du mouvement baissier. Donc comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel, donc il y aura un moment où on se retournera. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ça les marchés. On baisse, on passe sur du court terme, donc en M15. Ici on voit apparaître donc plusieurs plus bas plus haut que les précédents. M30, voilà, on le voit. On voit qu'on a tendance à vouloir casser à la hausse des zones de résistance, avec notamment une résistance oblique baissière qu'on pouvait tracer ici, qui a été cassée. On revient prendre appui sur l'ancienne résistance qui joue un rôle de support. Si on prend les fibos de ce dernier mouvement baissier, on est sur du 50% de retracement. Donc on a des acheteurs qui commencent à vouloir reprendre en main le marché. On a l'euro qui a bien réagi vendredi par rapport à la réunion et aux accords qui ont été trouvés. Ouais, je suis assez confiant. Alors, ça peut paraître incohérent que je sois vendeur sur l'euro-dollar et acheteur sur l'euro-yen. En fait, c'est pas tellement ce que je fais qui importe, c'est de savoir comment exprimer ça. Je veux dire, je suis pas spécialement acheteur ou vendeur. Comment exprimer ça? Alors, désolé. Voilà, en fait, je donne mon avis par rapport à une paire et j'essaie de trader ce qui est le plus cohérent. Maintenant, tout en gardant à l'esprit que je peux toujours toucher mon stop loss, j'essaie de voir ce qui a le plus gros potentiel de gain avec un risque toujours au maximum limité. Donc moi, dans ce contexte, sur l'euro-yen, si
par exemple, si quelqu'un est vraiment persuadé de la baisse de l'euro, il y a beaucoup d'arguments fondamentaux baissiers pour l'euro, il ne va pas prendre cette position à l'achat sur l'euro-yen. Par contre, quelqu'un qui est hésitant ou qui a des arguments haussiers pour l'euro, techniquement, je pense que c'est plus intelligent d'acheter l'euro-yen que d'acheter l'euro-dollar. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est en fait, je vais pas dire j'achète et je vends, etc. Je dis simplement, je prends une paire, j'analyse, j'essaie de comprendre et d'analyser à ma manière, avec mes connaissances, les tenants et les aboutissants, et de voir ce qui est le plus courant de faire. Et moi, dans ce contexte, avec les éléments que je viens d'indiquer, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'acheter l'euro-yen à donc 103,87 avec un stop loss sous les plus bas du 4 octobre qui était à 100,64, donc on peut par exemple le placer à 100,50, ça me semble cohérent, ouais, 100,50, et un objectif, alors l'objectif il va être assez large, ça sera un objectif moyen long terme, donc je pense qu'on mettra plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'atteindre, qui seraient les 116,117, voilà, on va prendre les 117 qui seraient les 23,6% de retracement de la dynamique baissière qu'on a observé depuis 2008, ce qui n'est pas excessif à 23,6%, dans le cas d'une correction c'est ce qu'il y a de plus basique, donc c'est un très gros potentiel, un ratio gain-perte tout à fait positif, et là en l'occurrence ce serait de l'ordre de 5 fois le stop loss, donc c'est quand même un ratio gain-perte très intéressant, et je pense que c'est un trade cohérent, donc à la fois techniquement et fondamentalement. C'est à jouer. Maintenant, ça peut mal se passer, c'est pour ça qu'on a des stop loss. Au moins, j'ai donné un avis précis sur l'euro-yen. Si vous avez des critiques, des avis différents, d'autres éléments indiqués, à préciser, n'hésitez pas hein, directement sur les commentaires YouTube ou sur le forum de Vidéo Bourse, sur le chat également. Donc vous avez tous les moyens habituels. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur vidéobourse.fr.